Depuis plus de 70 ans, le monde savoure le cacao africain, tandis que l'Afrique n'en récolte que trop rarement l'équité. Début novembre, un simple chiffre, 20%, a bousculé contrats, cargos et nerfs en Europe. Après qu'Accra, Abidjan et Ouagadougou ont fixé un prix plancher commun. Ce pourcentage semble modeste. Mais que signifie-t-il pour des familles paysannes quand, selon Ibrahim Traoré, la liberté commence au prix de la sueur? Et si cette hausse devenait l'ouverture d'une souveraineté économique africaine, calme, disciplinée, mais irréversible, durable? Ce mouvement n'est pas une simple révision tarifaire, c'est une déclaration d'indépendance économique que les pays producteurs n'avaient jamais osé formuler d'une voix unie. Le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso affirment désormais que la valeur de leur récolte ne se négociera plus en bourse, mais sur la base de leur dignité collective. L'enjeu dépasse le chocolat. Il touche au cœur du rapport Nord-Sud. Pour la première fois, l'Afrique dit non à la logique du prix imposé, et ce refus pourrait remodeler les règles du commerce mondial. Les consommateurs européens devront-ils payer plus cher pour une tablette? Peut-être. Mais derrière chaque dollar supplémentaire se cache une école, un engrais, une promesse de stabilité. Selon Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est pas un slogan. C'est un droit qu'on cultive comme la terre. Et si la dignité devenait la nouvelle unité de mesure du commerce mondial? La révélation a surpris même les analystes africains. En un seul mois, les prix du cacao ont bondi de 20%, forçant les acheteurs européens à suspendre des contrats évalués à plus de 800 millions de dollars. C'était la première fois que 3 nations productrices, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, parlaient d'une seule voix. Ce front commun, discret mais coordonné, portait la marque morale d'Ibrahim Traoré, qui voyait dans l'agriculture la fondation d'une souveraineté réelle plutôt qu'une dépendance assistée. Jusqu'alors, le prix du cacao était dicté à Londres ou à New York. Des spéculateurs fixaient la valeur de la sueur africaine sans jamais toucher une cabosse. Les producteurs, eux, vendaient souvent leurs fèves à moins de 2 dollars le kilo, pendant qu'une marque européenne en tirait 10 fois plus. Cette inégalité ancienne semblait immuable. Mais en 2025, le vent a tourné. Les ministres du commerce d'Afrique de l'Ouest ont signé la déclaration de juste valeur. Aucun cacao ne quitterait les ports africains en dessous du seuil fixé. Ce principe, simple mais explosif, équivalait à reprendre la main sur un marché de 15 milliards de dollars. Les conséquences ont été immédiates. Des conteneurs bloqués à Rotterdam, des courriels d'urgence envoyés depuis Bruxelles, des chaînes comme Carrefour et Tesco qui renégociaient à la hâte. Pour les paysans de Bobo-Dioulasso, cette agitation lointaine signifiait autre chose. La possibilité de garder leurs enfants à l'école, d'acheter des engrais, d'investir dans la prochaine récolte. Ibrahim Traoré a résumé ce tournant par une phrase devenue virale. « Si l'Afrique peut se nourrir elle-même, elle peut se libérer. » Cette maxime, reprise sur les radios rurales, transformait un acte économique en symbole de fierté. Sous la surface des chiffres se cachait une révolution tranquille, celle où l'Afrique cessait d'être le grenier du monde pour devenir l'arbitre de sa propre valeur. Sur le terrain, la rébellion tranquille avait des visages précis. À Bobo-Dioulasso, Mariam, chef d'une petite coopérative de 300 producteurs, a vu son revenu grimper de 1,7 à 2,20 le kilo. Cette différence minime, expliquait-elle, permettait d'envoyer ses 2 enfants à l'école sans contracter de dette. Dans la région de Banfora, Oumar, ancien ouvrier revenu à la ferme, disait que la politique d'Ibrahim Traoré avait enfin donné un sens au mot « dignité », car pour lui, la souveraineté ne se mesure pas à un drapeau, mais à la stabilité d'un foyer. Ce sont ces témoignages, anonymes mais sincères, qui donnaient chair à une stratégie politique. À Ouagadougou, les marchés restaient ouverts, calmes, confiants. Les slogans sur les affiches proclamaient « Cacao à prix de dignité, produit à main libre ».
Ce n'était pas de la propagande, mais un changement de regard sur soi-même. Les premiers effets étaient tangibles. Un taux de scolarisation en hausse, des coopératives rééquipées, une légère amélioration du crédit rural. Mais, au-delà des chiffres, un glissement psychologique s'opérait. L'Afrique, longtemps définie par ce qu'elle exportait, commençait à se percevoir par ce qu'elle exigeait. Ibrahim Traoré, en s'exprimant avec calme, transformait une revendication paysanne en doctrine continentale. Et dans ce contraste entre le murmure et le séisme, se jouait le début d'une nouvelle ère. Car derrière chaque sac de cacao, il y avait désormais une phrase simple. Notre sueur, notre prix. Et c'est ainsi que le commerce devint une affaire de dignité. Tout s'est accéléré dès la première semaine de novembre. Le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont annoncé, d'une seule voix, leur décision d'imposer un prix plancher commun. Ce geste, préparé depuis des mois, a surpris les milieux financiers. Les marchés à terme de Londres ont réagi dans la panique, tandis que les premières cargaisons étaient retenues dans les ports. Les traders parlaient de POC, choc du cacao. Mais à Ouagadougou, Ibrahim Traoré restait impassible. Il expliquait que ce n'était pas une crise. C'était un rééquilibrage attendu depuis 70 ans. Les pays producteurs avaient cessé de rivaliser entre eux pour brader leur travail. Pour la première fois, ils fixaient leurs propres conditions. Cette unité inédite a créé un basculement moral autant qu'économique. Les acheteurs européens, contraints, ont dû renégocier des contrats dépassant 1 milliard de dollars. Les premières livraisons, bloquées 3 semaines, ont provoqué une hausse immédiate de 5 à 8% du prix du chocolat dans les supermarchés européens. Dans les campagnes africaines, la réaction fut tout autre. Les radios diffusaient des chansons dédiées aux cultivateurs. Des affiches d'Ibrahim Traoré apparaissaient aux côtés de celles des présidents voisins. Les enfants apprenaient à l'école ce que signifiait « prix de la dignité ». Un vocabulaire nouveau entrait dans la vie quotidienne. Équilibre, souveraineté, valeur juste. Le commerce cessait d'être une fatalité. Les critiques, pourtant, n'ont pas tardé. Des économistes occidentaux redoutaient une inflation mondiale. Des éditorialistes parlaient de populisme économique. Mais en Afrique, les chiffres répondaient. Les revenus ruraux avaient progressé de 18 à 22%. Et les inscriptions scolaires augmentaient dans les zones productrices. Le choc du cacao prenait la forme d'une renaissance silencieuse. Au Ghana, des usines de transformation furent relancées. En Côte d'Ivoire, un plan quinquennal visait à transformer localement 50% du cacao d'ici 2027. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré annonça l'agrocomplexe Koudigou, destiné à raffiner sur place et à exporter du chocolat fini. Ces décisions traduisaient une conviction. L'Afrique ne voulait plus être le champ des matières premières, mais le sol des industries. Les semaines suivantes, les capitales européennes se sont réunies. À Bruxelles, des diplomates évoquaient des sanctions. À Washington, des analystes parlaient d'un précédent dangereux. Mais personne ne pouvait ignorer le symbole. 3 nations africaines, unies, avaient été dit non au prix dicté. Le monde avait sous-estimé la portée d'une simple phrase. Ibrahim Traoré l'avait formulée sans colère, mais avec fermeté. Le fermier n'est pas un mendiant, il est celui qui nourrit le monde. C'est cette ligne, répétée sur toutes les ondes, qui transforma une politique commerciale en manifeste continental. Et dans le tumulte des chiffres, le silence de l'Afrique résonnait comme un verdict. Les premiers rapports publiés fin novembre ont donné des chiffres clairs. En moyenne, le revenu des producteurs de cacao d'Afrique de l'Ouest a augmenté de 21% par rapport à l'année précédente. Cette hausse, bien que modeste à l'échelle des marchés mondiaux, a bouleversé l'économie rurale. Chaque dollar gagné de plus signifiait un enfant de plus scolarisé, un hectare fertilisé, une saison anticipée, sans dette. Selon le ministère burkinabé de l'Agriculture, 40% des coopératives locales ont réinvesti leurs bénéfices dans des infrastructures de stockage ou des outils de transformation.
Avant la réforme, un producteur gagnait environ 80 $ le kilo. Après, 220 $. Ce delta de 40 cents a paru dérisoire aux économistes européens. Mais à Bobo Dioulasso, c'était la différence entre la survie et la dignité. Dans les campagnes du Ghana, les ventes locales ont bondi de 15%, preuve que la confiance rurale renaissait. Les chiffres devenaient des symboles. Ibrahim Traoré a justifié ces résultats par une logique simple. Si la richesse naît du sol africain, sa valeur doit y rester. Cette équation morale a été traduite en politique publique. Son gouvernement a fixé un objectif de transformation locale de 40% du cacao d'ici 2027, soit près de 500 000 tonnes. Pour soutenir ce plan, des crédits d'équipement ont été ouverts, assortis d'un taux préférentiel à 3,5% pour les coopératives certifiées. Les indicateurs de scolarisation et de santé ont suivi. Le taux de fréquentation scolaire dans les zones productrices est passé de 68% à 79% en une année. Les dépenses en soins primaires ont augmenté de 12%, financées par les bénéfices agricoles. Ces évolutions, mesurées mais continues, traduisent un réinvestissement humain dans les campagnes. Sur le plan macroéconomique, les effets sont visibles. Les exportations régionales de cacao ont généré 2,4 milliards de dollars supplémentaires, tandis que les importations d'engrais et de machines agricoles diminuaient légèrement. Le solde net de la balance commerciale du Burkina Faso a progressé de 6% au premier trimestre 2025. 25. Ce n'est pas encore la révolution industrielle, mais c'est un début tangible d'indépendance productive. Les critiques occidentales évoquent des risques d'inflation importée, mais les marchés européens se sont ajustés. Les grandes marques de chocolat ont relevé leurs prix, puis stabilisé leur offre. L'élasticité du plaisir sucré a prouvé que les consommateurs acceptaient cette justice tarifaire. Ce que montrent que les chiffres, c'est qu'un modèle vieux de 70 ans vient de céder. Le commerce n'est plus seulement une transaction, c'est devenu un acte de rééquilibrage. Et derrière chaque statistique, la voix calme d'Ibrahim Traoré continue de rappeler que la dignité, elle aussi, se calcule. Les défenseurs du libre-échange affirment que fixer un prix plancher pour le cacao est une erreur. Selon eux, cela perturbe les mécanismes de l'offre et de la demande, fragilise les marchés mondiaux et risque, à terme, de nuire aux producteurs eux-mêmes. Ils évoquent le spectre d'une surproduction, d'un ralentissement des exportations, voire d'un désintérêt des acheteurs européens. Dans leur modèle, l'équilibre repose sur la flexibilité des prix, pas sur la justice. Mais les faits contredisent ces craintes. Depuis l'application de la déclaration de juste valeur, aucune baisse significative des volumes exportés n'a été observée. Les contrats se sont toujours honorés, les marchés s'adaptent, et la consommation mondiale de chocolat continue de croître, un rythme de 2,3% par an. Les producteurs, eux, investissent davantage, ce qui stabilise la qualité et réduit les pertes post-récolte. Les sceptiques parlent d'un geste populiste. Ibrahim Traoré y voit une discipline économique. Dans ses discours, il insiste. La souveraineté n'est pas le chaos, c'est la rigueur. Il ne s'agit pas de subventionner la production, mais de redéfinir la base morale du commerce. Ce n'est pas une guerre contre le marché, c'est une négociation entre égaux. Les économistes africains rappellent que le cacao, comme le pétrole dans les années 1970, peut devenir un levier de coordination régionale. Ils comparent cette politique à l'OPEP, une structure collective, rationnelle, qui protège la valeur d'un produit essentiel. Et contrairement aux prévisions alarmistes, les chiffres prouvent que la demande reste solide, car le consommateur final valorise de plus en plus le commerce équitable. La position d'Ibrahim Traoré est simple. Si les règles du capitalisme doivent s'appliquer, qu'elles s'appliquent à tous. L'Afrique ne cherche pas à rompre le jeu, mais à y participer selon ses propres termes. Dans ce débat, le réalisme devient l'arme la plus puissante.
et la plus tranquille. Le tournant n'a pas eu lieu à Bruxelles ni à Londres. Il s'est joué dans une phrase de 8 mots, prononcée à Ouagadougou. Le fermier n'est pas un mendiant, il nourrit. Ouais, ben ça. Cette ligne, signée Ibrahim Traoré, a traversé les ondes comme un mot d'ordre. En quelques heures, elle est devenue le refrain d'un mouvement. Les écoles rurales l'ont inscrite sur leurs murs. Les radios locales l'ont transformée en chanson. L'Afrique redéfinissait la puissance non par les armes, mais par la constance. Et dans ce silence volontaire, les vieilles hiérarchies économiques vacillaient. À l'ouest, les analystes parlaient de effets symboliques. Mais sur le continent, c'était une onde de fierté. Les mots de Traoré traduisaient une mutation invisible, celle d'un peuple qui apprend à dire non sans colère. Ce moment, bref mais décisif, a marqué le milieu de l'histoire, le point où la résistance devient structure. Ce n'était plus une révolte contre un prix, mais la naissance d'une voix. Et cette voix, calme et sûre, portait désormais le poids d'un continent entier. Les effets concrets de la réforme se sont fait sentir sur 4 plans: national, économique, social et géopolitique. Sur le plan national, au Burkina Faso, à Ouagadougou, les recettes d'exportation ont bondi de 18% en un trimestre. Les revenus supplémentaires ont permis au gouvernement d'Ibrahim Traoré d'investir dans les routes rurales et les unités de transformation. L'agrocomplexe Koudigou, inauguré début 2025, a déjà créé plus de 2000 emplois directs. Mais au-delà des chiffres, c'est l'idée d'autonomie qui s'est enracinée. Produire, transformer et vendre sous un même drapeau. Sur le plan économique, dans les marchés régionaux, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont renforcé leur coordination tarifaire. Les écarts de prix entre les ports d'Abidjan et de Tema, autrefois supérieurs à 12%, sont tombés sous la barre de 4%. Cette harmonisation réduit la concurrence interne et augmente le pouvoir de négociation africain. Les bourses européennes, d'abord inquiètes, reconnaissent aujourd'hui une plus grande stabilité d'approvisionnement. Sur le plan social, dans les villages et les foyers, dans les campagnes, les coopératives affichent un revenu moyen en hausse de 20%. Les dépenses familiales consacrées à la santé et à l'éducation ont progressé de 13%. Des femmes comme Mariam Abobo Dioulasso témoignent: ce prix nous a rendus visibles. Le commerce du cacao est devenu un vecteur d'émancipation. Les écoles, souvent financées par les taxes locales sur les exportations, ouvrent dans les zones jadis délaissées. Sur le plan géopolitique, à l'échelle mondiale, en Europe, la hausse du chocolat a suscité débat mais non rupture. Les consommateurs, exposés à la réalité de la chaîne de valeur, ont découvert le coût caché de leur plaisir. Aux États-Unis, des cercles afro-descendants ont salué ce réveil africain comme un acte de maturité économique. La Russie et la Chine y voient un signal de rééquilibrage du Sud global. Ainsi, l'onde de choc partie des plantations s'est transformée en message universel. L'équité n'est pas une faveur, mais une structure. Ibrahim Traoré l'a répété devant les caméras. Ce que nous faisons avec le cacao, nous le ferons avec tout. Voilà, si. Derrière cette promesse se dessine une stratégie à long terme. Faire du commerce équitable non un label moral, mais un principe souverain. L'Afrique, en redéfinissant le prix de son travail, redéfinit aussi celui de sa place dans le monde. À court terme, 3 trajectoires se dessinent pour la politique du cacao africain. Scénario de base: consolidation prudente. Les pays du bloc cacao maintiennent le prix plancher et poursuivent la transformation locale. Les usines du Ghana et du Burkina Faso atteignent une capacité moyenne de 45% d'ici fin 2026. Les marges à l'exportation se stabilisent et les revenus ruraux suivent une progression annuelle d'environ 7%. Ce scénario suppose une discipline interne forte et la poursuite des investissements publics annoncés par Ibrahim Traoré.
Il renforcerait la crédibilité de l'Alliance sans déclencher de réaction hostile des marchés. Scénario optimiste. Effet d'entraînement. Le succès du cacao inspire d'autres secteurs. Le coton, le café, le karité. Les pays sahéliens créent une OPEP agricole, coordonnant leurs exportations selon le modèle burkinabé. La diversification des produits transformés fait grimper la valeur ajoutée africaine de 25%. Les alliances sud-sud, notamment avec la Chine et le Brésil, se renforcent. L'Afrique devient une force de stabilisation dans les échanges mondiaux, non un simple fournisseur. Scénario pessimiste, pression extérieure et recul. Face à une éventuelle baisse de la demande européenne, certains gouvernements pourraient céder à la tentation de baisser les prix pour conserver leur part de marché. Des divisions réapparaîtraient, rappelant les années 1990. Les gains récents s'effriteraient et le rêve d'autonomie s'affaiblirait. Mais même dans cette hypothèse, une chose demeurerait, la conscience collective née de ce mouvement. Comme l'a résumé Ibrahim Traoré lors d'un entretien, si nous reculons aujourd'hui, nous aurons au moins appris à dire non ensemble. Cette phrase contient l'essence même du projet. Ne pas céder à la peur du marché, mais cultiver la rigueur du choix. En définitive, le vrai scénario dépendra moins des chiffres que de la constance. Car la souveraineté, comme le cacao, demande patience et entretien. Derrière chaque statistique, il y a un visage. Celui de Mariam, qui voit ses enfants marcher vers l'école sans craindre la faim. Celui d'Oumar, qui réinvestit dans sa terre au lieu de partir vers la ville. Ces histoires ne sont pas des anecdotes, elles sont la traduction quotidienne d'un changement structurel. Ibrahim Traoré le répète dans ses discours, la souveraineté commence dans la main du travailleur, pas dans les réunions internationales. Et cette idée touche bien au-delà des frontières. Dans les communautés africaines de Paris, Bruxelles, Montréal, des jeunes redécouvrent une fierté longtemps étouffée. Ils parlent d'économie, de dignité, de discipline, comme on parlerait d'avenir. Les artistes, les écrivains, les professeurs relaient le message. Dans les universités africaines, les étudiants débattent de l'économie morale du cacao. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #Bob20% de liberté s'impose comme un cri doux. Ce n'est plus un mot d'ordre politique, mais une émotion partagée. Pour beaucoup, la phrase d'Ibrahim Traoré, « La dignité se cultive comme la terre », est devenue un repère moral. Elle rappelle que la justice économique n'est pas un luxe, mais un droit vital. Et lorsque des voix occidentales s'interrogent encore sur la viabilité de cette politique, les Africains répondent sans par des actes. Produire, éduquer, bâtir. Car l'essentiel est là. Comprendre que la valeur ne vient pas de la spéculation, mais du geste humain. Et si cette leçon venait d'un champ de cacao, c'est peut-être parce que, parfois, les révolutions les plus profondes naissent dans le silence des récoltes. Pour transformer l'élan moral en structure durable, Ibrahim Traoré et ses homologues ont défini une feuille de route en 5 axes. D'abord, il faut industrialiser localement. Chaque État du bloc cacao vise à traiter au moins 40% de sa production d'ici 2027. Des usines semi-automatisées sont financées par un fonds régional appuyé par la Banque africaine de développement. Ensuite, il s'agit de former et de certifier les producteurs. Les coopératives reçoivent un appui technique pour améliorer la qualité du séchage et de la fermentation. Le Burkina Faso a lancé un programme pilote de 10 000 producteurs formés en 2 ans. Troisièmement, il convient de financer la dignité à travers le crédit agricole. Un mécanisme de crédit souverain, adossé aux revenus du cacao, permet de prêter à taux réduit. Les femmes entrepreneurs agricoles en sont les premières bénéficiaires. Quatrièmement, il faut intégrer la logistique régionale pour relier les marchés. Les corridors ferroviaires reliant Bobo-Dioulasso, Abidjan et Tema sont modernisés afin de réduire de 25% les coûts de transport d'ici 2026. Enfin,
Les pays doivent négocier collectivement pour défendre un prix juste. Un comité panafricain du cacao est institué pour fixer les quotas d'exportation et les normes éthiques. Son principe, une voix, un prix. Cette architecture vise à protéger la souveraineté par la discipline, non par la fermeture. Traoré insiste. L'Afrique doit apprendre à gérer sa liberté comme une entreprise. Autrement dit, planifier, mesurer, ajuster. Si ces 5 axes réussissent, le cacao ne sera plus une matière première, mais une filière souveraine. Et cette méthode pourra servir de modèle à d'autres produits, coton, karité, or. L'indépendance, ici, n'est pas un rêve, c'est un calendrier. Quand la poussière des débats s'apaise, il reste des images simples. Une femme qui sourit devant un sac de fèves estampillé, prix de la dignité. Un enfant qui marche vers l'école, un livre à la main, payé avec l'argent du cacao. Ces scènes modestes valent tous les graphiques du monde. Ibrahim Traoré, souvent discret, apparaît dans ses récits comme un fil conducteur. Non pas un héros solitaire, mais un témoin du possible. Il a rappelé que le pouvoir ne se crie pas, il se prouve, et qu'un continent peut se redresser sans violence, juste avec la constance du travail. Dans le silence des plantations, ces mots résonnent encore. La dignité n'est pas un slogan, c'est une récolte, une phrase courte, presque chuchotée, mais qui résume tout un siècle d'attente. Le cacao, jadis symbole de dépendance, devient désormais celui de la valeur retrouvée. Et si la justice avait un parfum, ce serait celui du chocolat, riche et amer, mais mérité. Cette histoire ne se termine pas à Ouagadougou, ni dans les ports d'Abidjan. Elle continue dans chaque esprit qui comprend que la souveraineté n'est pas une abstraction, mais une responsabilité partagée. Le prix du cacao n'est qu'un chiffre, mais il incarne une question plus vaste. Combien vaut la dignité humaine ? Ibrahim Traoré l'a souvent formulé sans emphase. L'Afrique doit apprendre à défendre sa valeur sans colère. C'est un appel à la maturité, pas à la confrontation. Car cette révolution n'a pas besoin de cris. Elle se nourrit du calme des travailleurs, du courage des coopératives et de la vigilance des citoyens. À ceux qui écoutent, une invitation demeure. Partagez cette histoire, discutez-la, contestez-la, mais surtout, souvenez-vous-en. Chaque geste, chaque achat, chaque mot peut prolonger cet équilibre fragile entre justice et commerce. L'Afrique a commencé à se redéfinir par le cacao. Et peut-être qu'un jour, l'histoire dira « Tout a changé le jour où elle a fixé le prix de sa propre valeur ».